La crise des Gilets jaunes, une crise hétéronome du capitalisme mondialisé. La crise des Gilets jaunes, pour exceptionnelle qu'elle soit, interpelle à plusieurs titres. D'une part, par son ampleur, sa régularité et son espace géographique, elle exige un champ analytique vaste et profond que les chercheurs en sciences humaines et autres théoriciens du social mettront longtemps à comprendre. D'autre part, cette crise des Gilets jaunes est aussi la résultante d'une crise sociétale, d'une crise politique et démocratique évidente, voire même, selon certains, une crise de régime ou même une crise civilisationnelle. Un tel mouvement social est aussi difficile à comprendre car il est la résultante d'un ressentiment, d'une colère et de frustration provenant de nombreux milieux sociaux. Salariés du privé à faible revenu, de fonctionnaires d'exécution de la fonction publique, d'artisans et de petits commerçants se sentant écrasés par les impôts et les taxes, de retraités parfois en dessous du seuil de pauvreté, de travailleurs précarisés, d'agriculteurs et du monde rural en général. C'est donc l'identité même d'un tel mouvement social qui semble problématique. Mais comme le disent conjointement les philosophes Judith Butler, Slavoj Žižek et Ernesto Laclau, les nouveaux mouvements sociaux reposent souvent sur des revendications identitaires, mais l'identité elle-même n'est jamais complètement constituée en réalité, puisque l'identification n'est pas réductible à l'identité. Il ne s'ensuit pas que l'échec de l'identité à accéder à une détermination complète ruine les mouvements sociaux en question. Aucun mouvement social ne peut avoir le statut d'une articulation politique ouverte et démocratique sans présupposer et rendre opératoire la négativité au cœur de l'identité. Ce mouvement surprend aussi car la France est habituée à traiter les revendications sectorielles avec parfois l'aide de revendications syndicales et des partis politiques. Le mouvement des Gilets jaunes a ceci de particulier qu'il ne correspond en rien à ce séquençage classique des mouvements sociaux français provenant de mai 68. Mon hypothèse centrale est que cette crise des Gilets jaunes est hétéronome du capitalisme contemporain actuel à travers la mise en place des politiques néolibérales du gouvernement. Pour le démontrer, je montrerai d'abord que la politique actuelle du gouvernement entre clairement dans une approche néolibérale et pour l'illustrer, je proposerai ensuite de faire un lien direct entre Édouard Philippe, le Premier ministre, et Hayek, un théoricien libéral. Une politique économique résolument néolibérale, ceci constitue ma première partie. Un petit rappel pour commencer. Le président Hollande, au début de son quinquennat, avait augmenté les impôts des plus fortunés et des entreprises afin de tenter de réduire le déficit public issu de la grande crise de 2007. Après 2013, la politique économique du président Hollande a changé avec deux éléments majeurs. Premièrement, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le fameux CICE, puis le pacte de responsabilité qui réduit de 40 milliards d'euros par an les impôts sur les entreprises. Et deuxième élément, la loi travail de 2016 qui va dans le sens d'une plus grande flexibilité du marché du travail. Ces deux éléments constituent le passage à un libéralisme économique assumé des dirigeants socialistes français. L'histoire de cette palinodie socialiste remonte de fait plus en amont et à 1983 sous le président Mitterrand. Mais nous ne pouvons pas faire ici et maintenant, faute de temps, cette analyse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le président Macron représente la continuité et l'amplification de la politique libérale mise en place par le président Hollande dans la deuxième partie de son mandat. Pourtant, le programme du candidat Macron ne semblait pas totalement remettre en cause et en question le modèle social français. Et c'est cela qui fit sa force. Politiquement, Macron fut particulièrement tacticien en réunissant les forces du centre-gauche et celles du centre-droit qui, sur le plan idéologique, sont quasi identiques, avec en effet
un discours européiste et favorable aux entreprises, la fameuse Startup Nation, et modérément libéral. Mais dans la réalité, et dès les premières mesures prises, on s'aperçut que la politique économique macronienne fut bien plus libérale que d'aucuns le pensaient. Toutes les mesures prises visaient à lever les obstacles réels ou imaginaires à l'activité des entreprises, à favoriser les start-up et l'économie du numérique en général. On promettait plus généralement aux classes les plus défavorisées qu'elles auraient un certain bénéfice futur lié à cette croissance retrouvée. C'est la fameuse théorie du ruissellement, la trickle-down economy, comme disent les anglo-saxons. Et c'est l'économie des premiers de cordée qui fit son apparition. C'est pour cela que certains, comme les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qualifient le président Macron de président des ultra-riches. On peut se rappeler ici, à dessein et à titre illustratif, la baisse des APL, la réforme du marché du travail visant à le flexibiliser encore plus que lors de la loi El Khomri, la suppression de l'ISF sur le capital, une défiscalisation du capital ou flat tax, ou encore la fin de l'exit tax, etc., etc., etc. Rien d'étonnant alors à ce que le président, dans son entretien au journal Forbes le 1er mai 2018, soit taxé de leader des marchés libres. La suppression de 120 000 emplois dans la fonction publique, la réforme de l'assurance chômage et même l'allongement du départ à la retraite et peut-être même un passage subtil à une plus grande capitalisation sont prévus par la politique indiscutablement néolibérale du président Macron. L'arrivée d'Emmanuel Macron est de fait le parachèvement du néolibéralisme en France, alors qu'il était déjà en vigueur dans bon nombre de pays depuis les années 80. C'est la raison pour laquelle la politique actuelle du président de la République remet profondément en cause le compromis d'État social qui était prégnant après la Deuxième Guerre mondiale, notamment avec la sécurité sociale, une politique économique keynésienne et une fiscalité redistributive. Et c'est cela qu'ont bien compris les Gilets jaunes et une grande partie de la société française. Ce néolibéralisme dans les années 80 fut appliqué à la lettre par Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Et il était un fondamentalisme du capitalisme prônant un État stratège, favorisant le marché, moins d'impôts, moins de dépenses publiques et de fonctionnaires, et surtout un libre jeu du marché comme meilleur régulateur social. La Banque mondiale et le FMI étaient aussi les chantres de cette pensée néolibérale qui ne semblait proposer aucune autre vision du monde. « There is no alternative », proclamait Margaret Thatcher. Dès lors, on comprend mieux le fait que le macronisme, bien que moins ultralibéral et moins brutal que le thatcherisme, s'en apparente grandement dans le fait de ne proposer aucune alternative économique crédible à cette crise des Gilets jaunes, si ce n'est de renforcer encore plus la logique du marché. Qui plus est, cette crise ne peut se comprendre sans le silence assourdissant de l'Union européenne qui, elle aussi, emprunte depuis fort longtemps et dans ses traités une logique néolibérale. La Commission européenne, comme la Banque centrale européenne, impose une austérité budgétaire et favorise des principes d'économie concurrentielle, de circulation des capitaux et de personnes au détriment d'une logique sociale et redistributive qu'avaient voulu les fondateurs du traité de Rome. L'européisme du président Macron s'explique aussi par une identification idéologico-économique au néolibéralisme qu'emprunte aussi l'Union européenne. Or, le bilan de ces politiques néolibérales est catastrophique, car les inégalités ont augmenté, comme le montre notamment, mais pas que, mais comme le montre le rapport Piketty, dans presque toutes les régions du monde, et plus inquiétant encore, ces inégalités vont probablement s'aggraver à l'horizon 2050. En Europe, en Afrique, en Asie, les inégalités se sont fortement creusées depuis les années 80, mais aussi et en particulier aux États-Unis. Il semble ainsi démontrer que plus les économies ont suivi la tendance néolibérale et plus les inégalités se sont creusées. La crise des Gilets jaunes
est ainsi symptomatique de cette prise de conscience que la politique gouvernementale s'attaque explicitement à des acquis sociaux obtenus de haute lutte. Cette révolte populaire est directement liée à une politique économique issue de la tendance actuelle du capitalisme mondialisé ayant comme idéologie un néolibéralisme mortifère et dangereux. En ce sens, la crise des Gilets jaunes est hétéronome du capitalisme mondialisé contemporain. Ma deuxième partie s'intitule « Édouard Philippe et Friedrich von Hayek, une passion dévorante, donc risquée ». Un autre aspect de la politique néolibérale actuelle du gouvernement vient des propos récents du Premier ministre Édouard Philippe. En effet, à l'occasion des 10 ans de l'autorité de la concurrence, début mars dernier, le Premier ministre cite à 2 reprises Friedrich von Hayek, un économiste ultralibéral, prix Nobel d'économie 1974 et grand théoricien du néolibéralisme actuel. Philippe commence par encenser Hayek, car selon lui, l'ouvrage d'Hayek, La route de la servitude, avait façonné et transformé sa façon à lui, Premier ministre, sa façon de voir le monde. Dans la première citation choisie par Philippe, Hayek soutient l'idée d'une armature juridique qui permet le fonctionnement efficace de la concurrence. On a ici tout l'esprit de la pensée hayekienne qui, loin de minimiser totalement le rôle de l'État, utilise ce dernier pour asseoir la domination des marchés sur la société. C'est pour cela qu'Édouard Philippe fait la deuxième citation du théoricien autrichien qui précise que les libertés économiques doivent être particulièrement choyées et faire l'objet d'une priorité absolue car elles sont le socle de toutes les autres. Pour Hayek, en effet, sans État, il ne peut y avoir de marché fonctionnel et sans marché fonctionnel, il ne peut y avoir de liberté. Voilà donc la pensée qui anime notre Premier ministre. Une pensée qui ne vise pas tant à une concurrence pure et parfaite qu'à un ordre public économique qui est le cœur de la pensée de Hayek et par la suite des ordolibéraux allemands. Le néolibéralisme souhaite ainsi réduire l'État à un rôle simple et évident qui consiste à faire de celui-ci le garant de la marchandisation de la société. Michel Foucault, dans La naissance de la biopolitique, lui aussi tombe dans le piège d'un néolibéralisme conçu comme un simple processus de gouvernementalisation de l'État, c'est-à-dire qu'il s'agit, selon Foucault, d'une simple dissolution des anciens cadres de la souveraineté dans les formes du marché. C'est là une grave erreur de Michel Foucault. Pour Hayek et son épigone Philippe, cette marchandisation est à la fois l'assurance de la liberté, mais aussi de la prospérité. Ainsi, la concurrence est un outil, le meilleur qu'on ait trouvé pour favoriser l'innovation, pour améliorer la qualité, pour faire baisser les prix, nous dit Édouard Philippe. La crise des Gilets jaunes et les demandes sur le pouvoir d'achat ne peuvent ainsi se résoudre que grâce à ce principe d'économie concurrentielle. Et on voit bien avec évidence les limites de cette solution lilliputienne face aux attentes réelles sur le pouvoir d'achat. Par ailleurs, le fait que le Premier ministre ait Hayek comme mentor est très inquiétant, très inquiétant. Car si les garanties des droits existent chez Hayek, c'est uniquement dans le but de garantir l'ordre marchand qui est, qui plus est, spontané. Le citoyen est avant tout un consommateur qui doit privilégier la concurrence comme étant l'ordre social supérieur le plus efficient. Cette pensée profondément néolibérale ne voit pas le marché comme une donnée naturelle qui limite l'action étatique. Au contraire, le néolibéralisme issu de la pensée hayekienne veut construire le marché et faire de l'entreprise le modèle de gouvernement des sujets. Comme le dit le philosophe Pierre Dardot, de la construction du marché à la concurrence comme norme de cette construction, puis de la concurrence comme norme de l'activité des agents économiques à la concurrence comme norme de la construction de l'État et de son action, enfin de la concurrence comme norme de l'État-entreprise à la concurrence comme norme de la conduite du sujet entreprise,
tels sont les moments par lesquels s'opère l'extension de la rationalité marchande à toutes les sphères de l'existence humaine et qui font de la raison néolibérale une véritable raison monde. On comprend dès lors qu'avec une telle vision du monde, toute la politique gouvernementale ne puisse répondre aux attentes des Gilets jaunes. Mais de façon encore plus fondamentale, et eu égard à la référence à Hayek, le néolibéralisme est une doctrine économique qui, en privilégiant le marché, affecte profondément les démocraties et leur fonctionnement. Et c'est aussi cela que les Gilets jaunes ont perçu. Par un pouvoir trop lointain, trop marchand, trop directif, c'est le fonctionnement même de la démocratie qui est affecté. En privilégiant le marché sur tout autre ordre social, on débouche mécaniquement sur l'affaiblissement du politique et de la démocratie. On comprend ainsi mieux la demande des Gilets jaunes de voir adopter le référendum d'initiative citoyenne afin de mieux contrôler un pouvoir représentatif et une démocratie représentative trop séparées et trop distantes d'eux. Cette demande de plus de démocratie est elle aussi inhérente à ce capitalisme mondialisé et à sa variante néolibérale qui affaiblit les démocraties représentatives classiques. Enfin, n'oublions pas que Milton Friedman en 1975, puis Hayek en 1977 et 1981, le mentor de notre Premier ministre, iront au Chili pour féliciter Pinochet. Cela n'est pas dû au hasard, car le néolibéralisme, dans sa version la plus aboutie avec Hayek, préfère un régime libéral économiquement non démocratique à une démocratie non libérale sur le plan économique. Dans une interview au journal El Mercurio en 1981, à la question « Que pensez-vous des dictatures ?», Hayek répond, je le cite, « Comme vous le comprendrez, il est possible pour un dictateur de gouverner de manière libérale et il est également possible qu'une démocratie gouverne avec un manque total de libéralisme. Personnellement, nous dit Hayek, je préfère un dictateur libéral à un gouvernement démocratique sans libéralisme. » C'est là le dernier point important qu'il nous faut soulever. Le néolibéralisme hayekien nécessite un État fort, au point que Hayek partage certaines des idées du théoricien sulfureux d'extrême droite Carl Schmitt, même s'il en refusera sans ambiguïté les aspects les plus sombres et les plus immondes. Tout cela pour dire qu'il faut en effet un État fort pour une économie libre, comme le disait Margaret Thatcher. Dès lors, et pour revenir à notre actualité des Gilets jaunes, on comprend que le gouvernement actuel, dans sa gestion de la crise, fasse sans cesse des tentatives d'action forte et d'autorité. Le recours aux militaires, ne serait-ce que pour protéger les édifices publics, entre aussi dans ce besoin d'un État fort, comme le préconisent Hayek et Thatcher. En conclusion, la crise des Gilets jaunes provient directement des excès du capitalisme mondialisé contemporain et de son approche néolibérale. Les Gilets jaunes ont bien compris le danger de cette politique actuelle qui sape les derniers aspects de l'État-providence à la française. Le gouvernement, par sa politique, fait entrer la France dans le giron d'une économie de plus en plus libéralisée et moins protectrice. Les mois à venir le montreront avec la réforme des retraites, les changements dans les statuts de la fonction publique et cette volonté obsessionnelle de réduire les déficits publics au détriment des fondamentaux éducatifs et de santé publique. Emmanuel Macron devrait relire Paul Ricoeur, son maître à penser, pour mieux penser son action gouvernementale et offrir enfin une réponse politique et pas simplement économique, offrir une réponse politique digne de ce nom à cette crise interminable. Ricoeur disait souvent une phrase que tout dirigeant devrait méditer et encore plus Emmanuel Macron. Ce sera ma dernière phrase. Une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Merci.